Et pour analyser la portée juridique, diplomatique et géopolitique de cette décision, nous recevons le professeur Zakaria Aboudahab, professeur de droit et de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour professeur. Bonjour Madame Pacro, merci beaucoup. Alors tout d'abord, le Maroc est invité par Donald Trump à devenir membre fondateur de ce conseil aux côtés d'un cercle restreint de dirigeants mondiaux. Comment lisez-vous, comment interprétez-vous cette invitation sur le plan diplomatique et stratégique pour le Royaume? D'abord, cette invitation, je pense, intervient après une appréciation du rôle historique du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi en ce qui concerne la solution du conflit israélo-palestinien et compte tenu également de l'action du Maroc, mollo progressivement, en utilisant un certain nombre d'instruments comme l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif, mais également l'inscription du Maroc proactive dans le cadre des accords d'Abraham et la signature de la déclaration tripartite de décembre 2020. Compte tenu aussi des relations très bonnes du Maroc avec l'ensemble de la communauté internationale, tout au moins les parties prenantes qui sont actives dans cette problématique, et rappelant par exemple que le Maroc a contribué, à Rabat même, à la supervision avec, je pense, de la coalition mondiale en faveur de la création de deux États, avant celle de New York, qui a eu lieu en juin ou en juillet 2025. Tout cela fait que le Maroc a sa place véritable dans le cadre de ce Conseil de paix, rappelons-le, qui a été créé en vertu d'une résolution 2803 en novembre 2025, qui permet donc à toutes les parties intéressées, concernées, supervisées par le leadership américain-états-unien, puisque il faut le dire que cette résolution contient en annexe le plan de paix préconisé par M. Donald Trump. Et si donc Sa Majesté le Roi a répondu illico presto à l'invitation solennelle de M. Trump, cela dit, le Maroc concrétise le fait qu'il considère la question palestinienne au même rang que la question de l'intégrité territoriale, et ça renforce encore une fois le leadership de Sa Majesté, et c'est une reconnaissance, un témoignage du rôle du Maroc au Moyen-Orient de façon particulière. Alors maintenant, sur le plan du droit international, professeur, que signifie concrètement le fait que le Conseil de la paix prenne la forme d'une organisation internationale et quelles pourraient être alors ces différences par rapport aux structures existantes comme le Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple? Tout à fait. Alors, rappelons qu'il s'agit là d'un conseil, on va dire, qui est transitoire. En fait, je pense qu'il va avoir le statut d'un conseil subsidiaire. En réalité, vous savez, en droit international, il est très important de faire attention aux expressions. D'ailleurs, il va être créé sous la forme d'une organisation internationale de plein exercice, c'est-à-dire qu'il y a l'effectivité, qu'il y a la possibilité aussi de jouir des privilèges et immunités tels que cela découle du droit international diplomatique et consulaire au regard des conventions respectivement de 1961 et de 1963. Cela dit, c'est un conseil, organisation internationale, qui a le droit aussi de créer d'autres structures similaires sur le plan opérationnel, par exemple pour l'acheminement des aides, par exemple pour la reconstruction, parce qu'il va travailler comment on appelle ça, closely, c'est-à-dire de manière étroite avec des institutions comme la Banque mondiale, comme la Ligue arabe. N'oublions pas que dans le cas de la résolution précitée 2803, il est question aussi de mettre sur pied une force transitoire temporaire internationale de stabilisation à Gaza. Plus important aujourd'hui, c'est de permettre juridiquement à toutes ces structures de fonctionner correctement, de lui donner une certaine effectivité, ce qu'on appelle en droit international la personnalité juridique, qui lui permet par exemple d'acheter du matériel, de conclure des accords, de protéger le personnel, d'avoir des relations tout à fait normales. Regardons par rapport à l'attente de création ou de la construction ou de l'établissement d'une force palestinienne sous supervision de ce conseil, on voit donc très très bien qu'il y a eu une sagesse à la suite de cette décision de doter le Conseil de paix d'une protection juridique afin qu'il accomplisse correctement ses fonctions qui lui sont assignées au regard de la résolution, je l'ai dit tout à l'heure, du 17 novembre 2025, 2803.
Alors enfin, professeur, le Maroc soutient parallèlement la deuxième phase du plan de paix pour le Moyen-Orient et la mise en place d'une administration transitoire à Gaza. Ce conseil de paix peut-il, selon vous, peser concrètement sur l'évolution de ce dossier sensible? Il y a deux choses, Madame Pacro. Je pense qu'il y a d'abord le statut de ce conseil, les moyens qui lui seront dévolus, mais également l'action menée par les parties prenantes, évidemment dans le Maroc, avec tous les partenaires. Il y a l'Égypte, il y a la Jordanie, les États-Unis, bien entendu, mais il y a aussi la Turquie, le Royaume-Uni, les autres participants, évidemment, qui sont donc fondateurs de ce conseil, et le Maroc on sera un, il est désormais un, à partir de l'invitation de M. Donald Trump et l'acceptation positive de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ça, c'est le premier point. Tous les moyens qui seront mobilisés, l'action qui va être menée, la feuille de route qui va être déclinée. N'oublions pas que normalement, une sorte de règlement intérieur devrait être établi et une charte constitutive afin que le Conseil puisse travailler dans la plus grande transparence. Il y a également les enjeux, si vous voulez, sécuritaires, politiques, Israël parfois, qui pourraient peut-être ne pas être d'accord par rapport à la désignation de tel ou tel parti, comme le fait probablement de contester la désignation du ministre turc des Affaires étrangères, etc. Il y a donc la réalité de terrain. Mais il y a aujourd'hui une conviction, à mon avis, internationale sur le fait de considérer que il ne pourrait y avoir de stabilisation de la situation au Moyen-Orient entre Palestiniens et Israéliens, avec tout le contexte régional, le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, etc. Sans la création, sur le long terme, d'un État palestinien avec les frontières de juin 67, comme cela est venu dans le communiqué hier du ministère marocain des Affaires étrangères, c'est cela la démarche du Maroc. Et donc, contre vent et marée, le plus important, c'est de prendre le train en marche. En voilà aujourd'hui, en voici, pardon, un conseil qui va être créé incessamment avec une sorte de parrainage américain, cela extrêmement important. Je pense qu'il y aura un investissement géopolitique majeur de tous les participants et ça permettrait peut-être de dépasser tous les, on va dire, les oppositions potentielles. Le plus important, encore une fois, c'est d'aller vers la réalisation de cette deuxième phase qui, en plus de la question de la démilitarisation, etc., la reconstruction de Gaza et aller vers ce qui est inscrit et noté dans la résolution 2803, permettre au peuple palestinien de s'autodéterminer, et de créer leur État côte à côte avec l'État israélien. Merci infiniment, Monsieur Zakaria Abou Dahab, pour ces réponses éclairantes et pertinentes. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. C'était un plaisir. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci, Madame Nadia. Au revoir.